Bonjour à tous et bienvenue. Au Mali, de multiples voix s'élèvent pour demander l'organisation de nouvelles élections. Est-ce la fin de la transition? On en parle dans Ça fait l'actualité. Pourquoi le délai de la transition malienne fait débat? Les explications de Siaka Kone. La transition malienne a pris fin le mardi 26 mars 2024. Pour rappel, un décret signé par le chef de l'État, Assimi Goïta, en 2022, prorogeait la première transition militaire ouverte en août 2020 à la suite du renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce énième coup d'État soutenu par la population a permis aux militaires de s'installer aux grandes dames de la CEDEAO qui appelaient à la remise du pouvoir aux civils. Depuis quelques jours, classe politique et société civile donnent de la voix. Elles estiment qu'il est temps pour le pouvoir militaire d'organiser les élections. Le gouvernement de transition entend cependant poursuivre les réformes et la pacification du Mali, histoire, déclare-t-il, de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Erreurs ayant consisté à organiser les élections dans la précipitation pour voir le pays basculer plus tard dans l'instabilité. Officiellement, la transition a donc pris fin, mais les dirigeants demeurent en place. S'attend-on à un autre report pour combien de temps? Les partisans de la sortie de transition auront-ils la capacité de faire plier le régime civilo-militaire? Au Mali, plus de 80 partis politiques et d'organisations de la société civile demandent au régime militaire de mettre fin à la transition dans ce pays dirigé par la junte depuis 2020. Dans leur communiqué, ils réclament la tenue de la présidentielle dans les meilleurs délais. Pour rappel, le colonel Assimi Goïta avait décrété en juin 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils à l'issue d'une période dite de transition s'achevant le 26 mars 2024. Mais depuis cette date, pas de réaction officielle des autorités maliennes. Pourquoi ce silence? Prendront-elles la peine de régulariser cette situation et à quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir? Pour en parler, je reçois Sylvain Guessant, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et Dénéo Désiré, politiste. Bonjour et merci d'être présente. Bonjour Fatim. Alors on le disait dans l'élément de Siaka Kone à l'entame de cette émission, une déclaration commune de plusieurs dizaines de formations politiques exige la mise en place, dit-il, d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Cette sortie presque à l'unisson déjà, vous a-t-elle surpris, Dénéo Désiré? Oui, je pense, à moi, ça m'a quand même un peu surpris quand on sait que depuis le début de la transition, le début du coup d'État de la prise de pouvoir d'Assimi Goïta, la société civile malienne, on l'entendait pas trop, et même les partis politiques, je ne m'attendais pas forcément à avoir une réaction des partis politiques et de la société civile comme ça, en fait, mais vraiment avec vraiment à l'unisson, plus de 80 partis politiques et des organisations de la société civile pour réclamer une organisation des élections. Mais justement, Sylvain Guessant, qu'est-ce que cela dit de la situation sociopolitique qui prévaut au Mali? C'est de la frustration, de l'impatience, de l'agacement. Qu'est-ce que ça dit, ça traduit cette montée en puissance des différents partis silencieux auparavant? Bon, ça fait quand même un certain temps que le Mali est dirigé par des militaires qui avaient pour ambition de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Bon, quel bilan pourrons-nous faire aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a très peu de communication. On a vu la prise de Kidal et puis vraiment pas grand-chose. Est-ce que ce bilan il est satisfaisant? À cette allure, jusqu'à quand les militaires pourront-ils assurer la liberté totale, la liberté de mouvement sur les 1 243 000 km² du Mali? Va-t-il falloir croiser les bras pour attendre tout ce temps avant les élections? Bon, à un moment, on se demande comment organiser des élections sur des pans entiers du territoire sont sous occupation des mouvements terroristes. Donc, les associations et organisations de la société civile essaient de donner de la voix pour dire quand même que le délai fixé par la junte est passé. Maintenant, il faut trouver un compromis politique pour la suite de la gouvernance du Mali. Alors, vous le disiez, la principale raison avancée par les militaires au pouvoir pour ne pas organiser des élections serait la dégradation de la situation sécuritaire ces dernières années et donc la lutte contre le terrorisme qui se poursuit. Vous comprenez cet argument, Dénéo Désiré, ou est-il fallacieux? Moi, je pense que c'est un argument qui est fallacieux. On a des militaires qui s'agrippent au pouvoir, comme dans pas mal de transitions qu'on a vu en Afrique de l'Ouest, à l'instar de la Guinée
où on a aussi encore un prolongement de la transition, je pense qu'il faut pouvoir organiser les élections parce que même si en fait c'est dans 4 ans, on aura encore l'argument de la sécurité qui va se poser. Peut-être qu'on fera face à de nouvelles formes en fait d'insécurité. Donc, faut organiser les élections. Faut arrêter d'embrigader la démocratie malienne. Vous aussi, vous trouvez que c'est un argument fallacieux? Je ne pense pas. Il y a eu quand même des périodes où le terrorisme frappait à tout moment au Mali. Peut-être que ce n'était plus le cas, peut-être aussi qu'il n'y avait pas trop de communication, mais il arrivait une période où pratiquement chaque 2 semaines, il y avait une attaque dans Bamako même. On se demandait quelle partie du territoire malien était vraiment libre, où la sécurité était assurée. Maintenant, est-ce que la situation a pu changer? Est-ce que la situation électorale s'est améliorée? Dans ce cas-là, peut-être qu'on pourrait envisager des élections. De toutes les façons, les 2 élections précédentes ont eu lieu dans un contexte d'occupation des mouvements terroristes. Voilà, donc peut-être qu'on peut... Il faut trouver un compromis toujours par des négociations pour faire comprendre à certaines populations que du fait de l'occupation des mouvements terroristes, peut-être que ces populations ne vont pas voter et trouver un accord pour pouvoir passer à autre chose. Ou alors, je ne sais pas, une transition qui va peut-être inclure un peu plus les partis politiques, la société civile, de sorte à avoir une gestion un peu plus participative. Une autre forme. Mais effectivement, à quoi finalement répondent des élections si on n'a pas recouvert toute l'intégrité territoriale? La question à se poser, c'est de savoir quand est-ce qu'on pourra en fait reconquérir le territoire en fait malien. C'est vraiment la question à se poser. Est-ce que c'est dans 4 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Je ne pense pas qu'on puisse avoir des réponses en fait à cela. Donc, on va entrer dans un schéma où la junte va s'éterniser au pouvoir en fait. Et je pense qu'on est en train de basculer en fait vers cela. Déjà, ils demandaient 6 mois. Les 6 mois sont passés depuis février pour pouvoir organiser enfin les élections. On va entrer en fait dans un système où un pouvoir militaire va s'ancrer et va, se légitimer. Moi, je reste attachée, en tout cas, au principe en fait démocratiquement. Je ne pense pas qu'il faut trouver une sorte de compromis entre la société civile, les partis politiques pour pouvoir les inviter à la transition. Il y a un problème en fait qui se pose. Il y a aujourd'hui la question des droits de l'homme en fait au Mali, au-delà de la question sécuritaire qui reste un argument qui tient le coup, mais aussi la question du développement. On voit que depuis la prise de pouvoir d'Assimi Goïta, le taux de pauvreté au Mali s'est accru. Si l'argument qu'on a en face, c'est qu'on a quand même reconquéri certaines parties du territoire qui étaient aux prises des terroristes. Donc, moi, je pense qu'on peut organiser les élections si on a fait un bon travail et permettre aux civils de pouvoir suivre le reste au nom de la continuité de l'État. On va faire le bilan après, un point par point, sur le plan sécuritaire, plan socio-politique. Mais restons sur cet aspect d'élection, parce que pour l'instant, c'est la requête principale, notamment de ces partis politiques et la société civile. Vous nous dites qu'on ne peut pas, qu'on peut faire des élections malgré des problèmes sécuritaires. Mais est-ce qu'une élection fait la démocratie? Parce que vous dites être attaché à la démocratie. Steven Guessant, est-ce qu'une élection fait forcément la démocratie? Est-ce que ça suffit à restaurer l'esprit démocratique au Mali? 2 ou 3 choses. D'abord, en Ukraine, les élections auraient dû se tenir ce 31 mars. Elles n'ont pas eu lieu. Personne n'en parle. C'est la même guerre pratiquement qui se déroule dans les pays de l'AES. Soyons de bonne foi. Voilà, même si ce ne sont pas les mêmes armes qui circulent, même si ce ne sont pas les mêmes acteurs, mais toujours est-il que tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'élection en Ukraine. Parce que l'Ukraine est en guerre, a occupé une partie de son territoire, environ 10%, occupé par la Russie, et il n'y a pas eu d'élection. C'est 1. Et de 2, je ne pense pas que les dirigeants maliens soient encore portés sur les questions électorales. Je pense, avec le projet de l'AES, je pense qu'ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour à Ouaga, à Bamako et à Niamey, c'est aller vers la fédération, vers la disparition progressive des frontières internes entre ces 3 États, de sorte à avoir un État fédéral. Donc, ils travaillent un peu plus sur la mise en place des institutions.
sur les mécanismes d'échange, sur les barrières douanières, etc. etc. Mais en fait, qu'est-ce que vous nous dites en filigrane? Qui cherche à se maintenir pour aller au bout d'un tel projet? Oui, moi, c'est ce que je vois avec l'AES. De toute façon, il n'y a pas eu de référendum pour sortir de la CEDEAO, il n'y a pas eu de référendum pour créer l'AES. Donc, ils sont les seuls à pouvoir porter ce projet-là. Je pense qu'ils sont un peu plus dans cette logique-là aujourd'hui. Je reviens avec cette question démocratique parce qu'elle reste au cœur de cette problématique. Sommes-nous encore dans un État dit démocratique? Avec le projet dont vous parlez, vous allez développer juste après, des élections qui ne se tiennent pas. On n'est pas dans une situation démocratique, étant donné qu'Assimi prend le pouvoir par coup d'État. Donc déjà, on a l'État, enfin la démocratie qui est mise en veille. On a aujourd'hui, quand on regarde en fait au Mali, la liberté d'expression de la presse, ça n'existe pas forcément, je le dis en fait entre guillemets. On a des magistrats qui ont été radiés, on a une société civile qui ne s'exprime pas forcément. Donc c'est pas un État démocratique. C'est pas un État démocratique, même quand on voit en fait les pratiques du chef de la junte et des nouveaux acteurs en fait de Bamako, c'est pas de la démocratie. On est en train de basculer vers un État en fait autocratique, peut-être même en fait dictatorial, hein, au regard des pratiques en fait. Donc, un État autoritaire. Revenons sur le projet dont vous nous parlez avec cette alliance des États du Sahel, l'AES, hein, qui comprend aussi le Niger et le Burkina Faso. Vous nous dites qu'en fait c'est la constitution, la construction d'un État, d'une confédération. Qu'est-ce que serait donc l'objectif? Bon, l'objectif d'abord, premièrement, ils ont parlé, l'argument avancé dans leur document d'information, c'était la question de la souveraineté. Donc, sortir de la CEDEAO pour devenir plus souverain, pour ne plus être sous l'injonction de certaines capitales qu'ils ont pris soin d'énumérer. Donc, ensuite, pouvoir faciliter des échanges entre les trois capitales, des échanges de produits, etc., etc. La liberté de mouvement entre les trois pays. Et je pense qu'ils envisagent également la création de leur monnaie. Parce que vouloir être souverain, indépendant, toujours du CFA, ça n'a pas de sens. Voilà, donc je pense que progressivement, voici ce qui est sur l'agenda de ces trois pouvoirs. Donc les questions de l'élection présidentielle, régionale, je ne pense pas que ce soit leur tasse de thé pour le moment. Mais qu'est-ce qui empêcherait de confier ce projet à un civil? C'est la confiance. Il n'y a pas eu de référendum, ils ont été les trois à porter leur projet. Oui. Donc ce sont les trois qui sont sûrs de pouvoir conduire ce projet jusqu'à terme. Oui. Si un civil est élu demain qui sort de l'AES, qu'est-ce qu'on pourra bien lui faire? Rien. Donc ils ont intérêt, les trois, à pouvoir porter ce projet jusqu'à terme. Maintenant, comment va réagir la société civile? Comment va mais réagir... ça, qu'est-ce qui les empêche de... Est-ce que c'est quelque chose dont on parle dans la société malienne? Est-ce que c'est... Au Burkina, si. Au Burkina Faso. Oui, ceux avec qui j'ai étudié, que je connais, ils y sont à fond, au Burkina en tout cas. Et Mali, parce que c'est le cas qui nous intéresse. Mali aussi est porteur du projet, depuis un certain temps quand même. Alors, autre question, on l'a vu sous d'autres cieux, des militaires arriver au pouvoir peut-être de manière brutale, laisser l'habit militaire pour prendre le costume et être candidat à une élection présidentielle. Pourquoi Assimi Goïta ne tente-t-il pas cette option? Bon, on le voit, Assimi a déjà tronqué son triple point costume. Je pense qu'il commence à prendre des aises en fait dans la posture en fait de président civil. Et moi, je pense que si on a quand même un projet qui repose sur quelque chose, comme le projet en fait de l'AES, on peut organiser les élections, peut-être pas se présenter en fait là pour après la transition, mais revenir plus tard si on pense que celui qui aurait été élu en fait ne fait pas l'affaire. Donc moi je pense que même en fait ne pas organiser les élections, je pense que ça remet même en question les motivations du coup d'État. Ah, vous êtes moi pas d'accord? Hein? Non, pas que je suis pas d'accord, mais je veux dire que ce soit le colonel, enfin, c'est quoi déjà, capitaine Ibé, le colonel Goïta, le général Tani, ils sont plus à ce stade-là. Quand vous lisez les communiqués de leur rencontre, à Ouaga, à Niamey, Bamako, ils sont à un autre stade. Voilà, ils travaillent à l'AES, faire disparaître la frontière, créer un tas de ressusciter le Grand Mali d'autrefois, etc., etc. Ils sont plus dans nos... Ils ont d'autres repères de toutes les façons. Ils ont d'autres repères. Ce n'est pas le consensus de Washington qui est leur truc, c'est le consensus de Pékin. Donc, les questions électorales, droits de l'homme qu'on soulève, excusez-moi, mais ce n'est pas ça leur repère aujourd'hui. Ils ont d'autres ambitions.
Oui, mais leur population, en tout cas une partie... Malheureusement, ce sont des régimes militaires où la population ne peut pas toujours se faire comprendre, se faire entendre. Sinon, je pense qu'il y aurait eu quand même quelques mouvements. Quand on connaît la rue de Bamako, de Ouaga, qui ne sont pas quand même calmes, elles auraient pu revendiquer un peu plus, mais avec des régimes militaires, ce n'est pas toujours évident. Surtout que la doctrine, la propagande met en avant la question sécuritaire. Donc 2 ou 3 vidéos au journal de 20 heures, et puis bon, le lendemain, la population se dit, mieux vaut souffrir un certain moment pour pouvoir chasser les terroristes, et puis le reste, ça viendra après. Mais la question électorale n'est pas la priorité des priorités aujourd'hui. C'est plutôt la guerre contre le terrorisme qu'ils ont réussi à présenter comme l'enjeu majeur de leur gouvernance. Mais justement, après avoir quitté donc, la CEDEAO, créé donc, cette alliance des États du Sahel, l'AES, avoir modifié en profondeur les partenariats à l'international, pour faire infléchir les autorités maliennes. C'est plus possible, là. C'est plus possible parce que les nouveaux partenaires de Bamako, Niamey et Ouagadougou, c'est quoi? C'est la Russie, c'est la Chine. Ce ne sont pas des États qui sont forcément attachés en fait, au principe de la démocratie en fait, occidentale, avec des élections organisées à une fréquence, au principe en fait, de droits de l'homme. Donc, il faut que les forces en fait, proviennent de l'intérieur, notamment de la société civile ou des populations. Après, à Bamako, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais on voit déjà les populations se plaindre des questions de coupures intempestives d'électricité. C'est aussi pareil, comment dirais-je, à Niamey. Donc je pense que cela doit venir enfin, des populations à un moment donné pour pouvoir forcer la main à ces putschistes. Mais des mêmes populations qui ont applaudi tous ces coups d'État, on ne peut pas oublier ces images, ces liesses de joie. Vous pensez que ce sont les mêmes populations qui vont vouloir mettre fin ou vouloir chasser ces militaires du pouvoir? Je ne pense pas. Un désenchantement va-t-il s'opérer? Bon, enfin, je n'ai pas échangé avec beaucoup de personnes, mais ceux avec qui j'ai étudié, des personnes quand même assez lucides. Quand on a échangé, ils ont dit qu'ils étaient en pleine révolution, qu'ils sont sûrs de pouvoir récolter les fruits dans 5-10 ans. Pour le moment, c'est le prix à payer. Ils ont des projets, des centrales thermiques, etc. De nouveaux partenaires pour le port, l'aéroport, etc., etc. Donc, ils se disent que ce n'est pas de sacrifice pour des États souverains, pour des États où les conditions de vie et de travail seraient meilleures. Ils sont de plein pied, ils espèrent avoir des résultats. Maintenant, si la lutte contre le terrorisme sur le terrain continue de produire quelques résultats positifs, je pense qu'ils vont continuer. Les élections, ça pourrait attendre. Ils vous disent que les élections sont organisées depuis 1960. Ils ne savent pas ce que cela a changé dans leur quotidien. Il y a un désenchantement aussi vis-à-vis des élections. Ils se disent partout où il y a eu ces élections, tous ceux qui ont été applaudis après les urnes, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des populations? Après, moi, je pense qu'il faut tenir compte aussi, il y a une pensée critique enfin, au niveau de ces 3 pays-là, de l'AES, concernant l'influence en fait, française avec enfin, la démocratie. Mais en même temps, en fait, ce qui pourrait peut-être attirer notre attention, c'est l'élection de Diomaye Faye en fait, au Sénégal. On verra après, hein, selon enfin, les 100 premiers jours enfin, de la gouvernance de Diomaye Faye, s'il y a vraiment en fait, quelque chose qui fonctionne, je pense que ça pourra influencer peut-être d'une part, enfin, ou d'autre part, la société civile au sein de ces 3 États-là. Parce que, encore une fois, oui, c'est bien de parler en fait, de sécurité, mais aussi la question de la sécurité humaine, enfin, à travers pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, s'éduquer correctement. Je pense que c'est des questions qui vont ressurgir à un moment donné. Et donc, vous pensez que, comme il disait, pour rebondir sur ce que disait Sylvain, parce que c'est un argument que sortent ceux qui sont pour, parce qu'on le voit aussi sur les réseaux sociaux, des soutiens face de cette junte, qui vous disent qu'effectivement, les schémas dans lesquels ils étaient auparavant ne leur ont rien apporté, la situation sécuritaire s'est dégradée, donc pourquoi ne pas aller au bout de cette logique? Et que, aussi, le Mali, finalement, a toujours été dans une transition. Il y a eu quelques parenthèse, on va dire, civile, démocratique, mais elle est sous transition depuis son indépendance quasiment. Oui, de 60 à 2024, ils ont été sous régime militaire pratiquement pendant 30 ans. C'est pratiquement moitié-moitié. Et puis, bon, la victoire de Sonko et Faye au Sénégal, ils ont une autre lecture. Et ils y voient la victoire des anti-CEDEAO. C'est la lecture qu'ils font. Ça. Donc, ils sont dans le vrai. C'est au Sénégal de les rejoindre pour que la CEDEAO meure de sa belle mort. Ils ont une autre interprétation de tout ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire quand même le bilan d'Assimi Goïta et de les autorités maliennes au pouvoir. Déjà sur le plan sécuritaire, vous le dites,
voilà, chacun donne une version très régulièrement dans les médias. On ne sait plus qui dit vrai. Est-ce que la situation s'est améliorée sur le terrain? Au Mali, je pense. Oui. Au Mali, je pense, parce que quand même, on avait des attaques, comme je le disais tantôt, dans Bamako, des bases militaires, la base des sapeurs-pompiers, l'aéroport qui a manqué de peu d'être attaqué. Bon, je pense que ça, c'est des lointains souvenirs aujourd'hui. Aujourd'hui, la bataille a plus lieu sur le terrain qui était occupé par les mouvements terroristes. Et on a vu quand même des images de la reprise de Kidal, occupée depuis 2012, si j'ai bon souvenir, plus de 10 ans après, je pense. Ouaga également sort des vidéos de pratiquement chaque journal télévisé. Mais la solution, comme on le sait, contre le terrorisme, ce n'est pas le tout militaire forcément. Il faut aussi des questions de capitale de développement humain, comme il a dit tantôt, de sécurité humaine. Donc, la condition de vie des populations, le minimum d'infrastructures, l'école, les soins de santé, avoir l'accès à l'eau potable, pouvoir se nourrir, pouvoir l'employabilité de la jeunesse, etc., etc. Ça, par contre, ça va prendre du temps. Ben justement, sur le plan socio-économique, vous l'avez dit, on entend des coupures intempestives, du délestage, des problèmes socio-économique. Où en est le Mali actuellement depuis 4 ans après l'arrivée de... On est à 45%, enfin, dans le taux de pauvreté qui, quand même, s'est accru depuis, enfin, de 2020 jusqu'à maintenant. Donc, ça signifie peut-être quelque part que la lutte au niveau, en fait, purement sécuritaire, militaire, n'est pas forcément gage, enfin, de développement. Au niveau, enfin, des droits humains, il y a quand même aujourd'hui un embastillement, un embrigadement des libertés. La société civile, pour moi qui travaille quand même par moment avec certains acteurs de la société civile malienne, il y a beaucoup de contrôles à l'aéroport, surtout à destination de certaines capitales de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau des journalistes, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup d'intimidation et de menaces. Donc, au niveau sécuritaire, comme le disait enfin Sylvain, il y a vraiment de moins en moins d'attaques terroristes. Il y a quand même une certaine maîtrise de la question. Mais au niveau enfin humain, c'est tout autre chose. Mais ça aussi, c'est un argument, on a entendu, même que ce soit pour le Burkina Faso. Ils vous disent que dans cette lutte contre le terrorisme, il faut un peu museler les médias. Il faut aussi voilà, avoir une démarche un peu plus autoritaire. Vous l'entendez ou c'est, encore une fois, insoutenable ou indéfendable? Toute guerre a eu quand même ses principes, hein. Avec le Patriot Act aux États-Unis, on a vu ce que cela a conduit avec les prisons de Guantanamo, etc., etc., les prisons secrètes. Bon, on ne va pas applaudir parce que quand même ce sont des personnes qui subissent ces sanctions, ces effets-là. Mais bon, toujours est-il que dans l'histoire de l'humanité, toute guerre a connu des périodes d'exception. L'idéal serait que cette période-là ne soit pas une éternité pour que des personnes aussi puissent bénéficier, puissent jouir de la liberté. Autre point, les relations internationales. Et dans le même document signé par ces partis politiques, ils parlent d'une sorte d'isolement du Mali sur la scène internationale. Ça pose problème, c'est le cas? Oui, déjà au niveau enfin, de la sous-région ouest africaine, la sortie de la CEDEAO, enfin, sans référendum, beaucoup de discours assez forts, assez véhéments à l'endroit de certaines capitales, Abidjan, Dakar, enfin, pour ne citer que celle-ci. Déjà, enfin, la rupture dans les rapports enfin, avec la France, l'Union européenne, enfin, les États-Unis, je pense que ça pose problème. On a des États qui deviennent en fait de plus en plus autarciques. Et moi, je pense que dans un contexte enfin autarcique, on puisse pouvoir se développer comme ils le prétendent enfin avec l'Alliance des États du Sahel. Sylvain Guessant? Bon, on attend vraiment les tests de l'AES. Hein. Tant qu'on ne les a pas encore vus, c'est une sorte de statu quo. Jusqu'à la preuve du contraire, la liberté de mouvement entre Abidjan et Bamako, la libre circulation des biens et des personnes, c'est toujours la même monnaie. Voilà, donc au niveau de la cartographie commerciale, c'est vrai que Togo, Lomé a tiré un peu plus de bénéfices, mais les choses ne sont pas véritablement encore, les lignes n'ont pas encore bougé. Donc on attend de voir les tests de l'AES. Est-ce qu'il va falloir une demande de visa pour se rendre à Bamako pour un Ivoirien? Est-ce qu'il va falloir une carte de séjour pour une certaine durée? Est-ce qu'il va falloir un permis de travail pour une certaine... Voilà, donc à partir de ce moment, on appréciera. Sinon, pour le moment, je pense que c'est une sorte de statu quo. La BCAO contrôle un peu tout, les mêmes projets continuent. Il n'y a pas encore eu de rupture véritable. Après, même avec son voisin le plus proche, hein, qui est l'Algérie,
les rapports aussi entre Alger et Bamako se sont dégradés. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une sorte de repli en fait sur soi. Et moi, je suis pas forcément très optimiste en fait pour la suite. Dernier point, peut-être, on craignait l'effet domino avec la survenue des coups d'État. Et là, on peut craindre aussi un effet domino avec le maintien, je ne sais pas, vitam aeternam d'un régime militaire au pouvoir. Pensez que ça va en inspirer d'autres, puisque personne ne pourrait les empêcher de le faire. Si la société civile n'arrive pas à changer la donne. C'est le schéma catastrophe au niveau des pays de l'AES. On avait entendu, comment il s'appelle déjà, celui qui est hyper capitaine Damiba. Damiba disait, celui qui est courageux me renverse. Ouais. On avait entendu ce genre de discours et il a été renversé. Donc on reste dans une sorte de spirale où celui qui réussit un coup d'État au pouvoir jusqu'à ce qu'il est plus fort puisse le renverser. Ce serait quand même malheureux que ces populations qui souffrent, ces populations qui n'ont pas forcément demandé à vivre dans ces conditions-là, puissent connaître encore de nouveaux coups d'État. Et quelle serait la poursuite de la CEDEAO? Elle n'a plus aucun moyen de pression sur ceux qui vont remporter ces élections. Ce serait quand même difficile pour ces populations. Dernier mot sur la même question. Moi, je pense pareil. Hein. Après, à un moment donné, là, on a la société civile qui commence à se réveiller. On a eu, par exemple, l'ancien Premier ministre malien qui était, alors très silencieux, qui se prononce. Un représentant du parti de ATT, en fait, qui s'est aussi présenté. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, si la junte n'organise pas les élections, on risque de se retrouver avec un effet boomerang. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles à RTI.